Merci Pierre. Mes conflits d'intérêts tout en bas. Donc les indications et les non-indications de la thromboprophylaxie périopératoire après chirurgie orthopédique vont nécessiter de mettre en balance d'un côté le risque thromboembolique veineux et de l'autre le risque hémorragique lié à la chirurgie, aux patients, mais surtout aux antithrombotiques. Dans le risque thromboembolique veineux, on va inclure d'un côté le risque de la chirurgie, et vous voyez bien sur ce graphique qui représente une cohorte de plus d'un peu près d'1 million de patients que ce risque dépend de la chirurgie, avec des chirurgies à plus haut risque thrombotique. Typiquement, vous voyez en vert et bleu les prothèses, les amputations, les fractures, et puis des procédures à plus faible risque thromboembolique, les biopsies, la chirurgie des tissus mous. Vous voyez surtout que même ces procédures qui sont roses et jaunes à plus faible risque thromboembolique ont un risque qui est plus important que le groupe contrôle en pointillé gris en dessous, qui représente une cohorte de patients appariés non exposés à la chirurgie. Surtout, il va falloir en plus prendre le risque lié aux facteurs du patient, c'est la partie de droite, parce que si on prend des procédures à faible risque thromboembolique, comme ici la chirurgie du pied ou de la cheville, eh bien ces facteurs vont impacter le risque d'événement. Et ici, c'est uniquement une représentation de l'âge. Puis le patient augmente en âge et plus son risque d'événement thromboembolique augmente aussi. Il va donc falloir mettre ces deux risques en balance pour déterminer le bénéfice clinique net, et c'est lui qui va indiquer ou non la thromboprophylaxie en fonction des situations. Si on commence par les prothèses totales de hanche et de genou, eh bien les progrès de la chirurgie, de l'anesthésie, la réduction de la durée d'hospitalisation avec le développement de l'ambulatoire, de la RAC, ont conduit à une baisse significative du risque d'événement thromboembolique veineux. Et parce que le risque baisse, on s'est dit qu'on pourrait reconsidérer les schémas de thromboprophylaxie actuels avec des durées plus courtes ou avec des molécules antithrombotiques moins puissantes dans l'idée de réduire le risque hémorragique qui leur est associé. Et évidemment, la première molécule antithrombotique moins puissante qui a été envisagée, c'est l'aspirine. Les données sur l'aspirine, elles sont peu nombreuses et finalement assez fragiles. Tellement fragiles d'ailleurs que Cristal a réduit de façon conséquente la place de l'aspirine en thromboprophylaxie après prothèse totale de hanche et de genou. Cristal, c'est un essai en cluster randomisé où près de 9000 patients opérés de prothèse totale de hanche ou de genou ont été randomisés pour recevoir soit de l'énoxaparine, 4000 unités comme en France, soit de l'aspirine pour une durée standard, 35 jours après prothèse totale de hanche, 14 jours après prothèse totale de genou. Vous voyez sur la partie gauche les résultats en termes d'efficacité. L'aspirine perd, l'énoxaparine reste plus efficace que l'aspirine pour réduire les événements thromboemboliques veineux symptomatiques. Et si vous aviez espéré que l'aspirine ferait moins saigner, regardez à l'extrême droite, il n'y a pas de différence significative sur les hémorragies majeures, ce qui fait que l'aspirine seule après prothèse totale de hanche et de genou n'apparaît pas comme une option satisfaisante. Si vraiment on souhaite faire de l'aspirine, EBCAT2 nous permet de le faire dans le cadre d'une thromboprophylaxie séquentielle, c'est-à-dire après un court traitement anticoagulant. EBCAT2, c'est une étude de non-infériorité où près de 3000 patients opérés d'une prothèse de hanche ou de genou ont d'abord tous, et c'est un point important, tous reçu du rivaroxaban pendant 5 jours. Puis, ils ont été randomisés, soit pour poursuivre le rivaroxaban, soit pour recevoir de l'aspirine à la place, et là encore pour des durées standards, 35 jours au total pour la prothèse totale de hanche et 14 pour le genou. En termes de résultats, vous voyez que sur l'efficacité, l'aspirine est non inférieure au rivaroxaban pour la prévention des événements thromboemboliques symptomatiques. On pourra dire grossièrement qu'elle fait aussi bien. Et là encore, si vous aviez espéré que l'aspirine fasse moins saigner, c'est un échec, c'est la partie de droite. Il n'y a pas de différence significative sur les événements hémorragiques majeurs. Si donc vous voulez faire de l'aspirine dans le cadre d'une thromboprophylaxie séquentielle, il faut utiliser les mêmes patients que dans cette étude, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique, qui sont opérés d'une chirurgie première, c'est-à-dire pas une reprise de prothèse, et dans un programme de RAC, puisqu'il reste moins d'une heure et demie à l'intérieur de la salle de bloc opératoire et 3,5 jours en moyenne à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en synthèse de façon provisoire pour la chirurgie de prothèse totale de hanche et de genou ? Eh bien, il reste recommandé de prescrire une thromboprophylaxie médicamenteuse en choisissant en premier lieu un anticoagulant, HBPM, Fondaparinux, anticoagulant oral direct. Vous l'avez vu avec Cristal, il est proposé de ne pas utiliser l'aspirine seule pour la thromboprophylaxie. On a laissé les durées standards, puisqu'il n'y a pas d'études qui permettent de réduire ces durées, 35 jours post-opératoire après prothèse totale de hanche et 14 jours après prothèse totale de genou. Si on souhaite vraiment faire de l'aspirine, ce sera dans le cadre d'une thromboprophylaxie séquentielle, comme l'a montré EBCAT2,
pour des patients qui sont dans un programme de RAC ou d'ambulatoire, qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique personnel, avec, comme dans l'EPCAT2, d'abord 5 jours d'anticoagulant puis de l'aspirine. Ce qui fait que si le séjour hospitalier ne se passe pas comme prévu, qu'il y a une complication, on peut rester sur de l'anticoagulation de façon très classique. Pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, assez peu de changements finalement. On reste sur l'idée qu'il faut une thromboprophylaxie par HBPM ou par fond d'appareil NUX pour une durée de 4 semaines. Ça, c'est comme avant. Ce qui est aussi comme avant, c'est qu'il est proposé de débuter la prophylaxie dès l'arrivée du patient si l'intervention est prévue plus de 12 heures après l'arrivée. Ça n'a pas changé. On a juste un peu plus de documentation sur ce point. On a d'abord sur la partie gauche une série de 2800 patients qui ont une fracture, essentiellement l'extrémité supérieure du fémur, mais aussi du genou, de la cheville et du pied, ce qui nous permettra d'utiliser ces données pour les diapositives suivantes. Et dans cette étude de cohorte, les auteurs se sont intéressés au lien entre le pourcentage d'événements thromboemboliques veineux et la durée d'attente de la chirurgie. Évidemment, plus le patient avec sa fracture attend, plus, comme vous le voyez sur le graphique, il y a des événements thromboemboliques veineux, ce qui nous incite à commencer la thromboprophylaxie en préopératoire. L'autre chose qui nous incite, c'est la partie droite, une étude de cohorte, pas du tout un essai randomisé, où des patients ont reçu la thromboprophylaxie avant d'être opérés de la fracture de hanche, tandis que d'autres ne l'ont reçue qu'après avoir été opérés. Et on observe, pour ceux qui sont thromboprophylaxiés avant, une diminution de la mortalité. Tout ça nous conduit donc à commencer la thromboprophylaxie en préopératoire lorsqu'il y a plus de 12 heures entre l'admission et la chirurgie. Ça vaut aussi pour la fracture de la diaphyse fémorale et du plateau tibial. Les nouveautés pour ce type de fracture, c'est que bien sûr, on continue la thromboprophylaxie comme dans les recommandations précédentes. On a juste proposé une autre molécule. Il est proposé de préférer le rivaroxaban, 10 mg par jour à une HBPM, et il est recommandé de ne pas prescrire d'aspirine. Comment on en arrive là ? Eh bien, grâce à un essai randomisé, multicentrique, français, Pronomos. C'est un essai qui a inclus 3600 patients opérés de chirurgie orthopédique non majeure du membre inférieur, qui ont été randomisés pour recevoir soit de l'énoxaparine, classiquement, soit du rivaroxaban. Et vous voyez sur la partie gauche le graphique avec les résultats. En termes d'efficacité, eh bien, le rivaroxaban est plus efficace que l'énoxaparine pour la prévention des événements thromboemboliques veineux majeurs. Et si vous pensiez que le rivaroxaban toujours faisait saigner davantage, eh bien non. Il n'y a pas de différence sur les hémorragies majeures, même pas une tendance. La vraie question, c'est est-ce que dans Pronomos, on a suffisamment de patients sur la fracture de la diaphyse fémorale et sur le plateau tibial? Eh bien oui, effectivement, il y a à peu près 10% de la population qui souffre de ce type de fracture, avec surtout une incidence des événements thromboemboliques veineux qui est élevée, puisque ces patients sous HBPM vont faire 2,3% d'événements thromboemboliques veineux, donc un risque important, et ce qui montre que le rivaroxaban va être bénéfique à cette population. Il n'y a pas que des fractures de la diaphyse fémorale ni du plateau tibial. Vous voyez ici que 35% de la population de l'essai Pronomos est en réalité représentée par des patients avec une fracture de la rotule, du tibia, de la cheville, une rupture du tendon d'Achille. Et dans cette population, là encore, le risque d'événement est élevé, puisque 1,6% d'entre eux vont faire un événement thromboembolique sous HBPM. On est au-dessus de la barre classique des 1%. On va donc considérer que le risque d'événement est élevé et que grâce à Pronomos, il y aura un bénéfice à faire du rivaroxaban. Si on passe à la fracture rotule tibia cheville, rupture du tendon d'Achille et qu'on en fait une synthèse à partir des données que je viens de vous présenter, eh bien la thromboprophylaxie reste recommandée. On préfère le rivaroxaban 10 mg à une HBPM et là encore on débute la thromboprophylaxie en préopératoire qu'on poursuit jusqu'à appui plantaire avec déroulé du pied et on choisit de ne pas recommander l'aspirine. On le choisit, mais on peut en discuter avec la publication de Matrix, une publication d'il y a quelques mois, un essai randomisé de grande envergure, 12 000 patients qui ont une fracture, plutôt du membre inférieur, étonnamment un peu du membre supérieur, ou une fracture du bassin. Ces patients sont randomisés entre énoxaparine avec un schéma américain, 30 mg x 2 ou aspirine. Et le critère de jugement principal, un petit peu étonnant, c'est le décès à 90 jours. Bon, vous vous attendez bien qu'il n'y a pas de différence sur le décès. En tout cas, c'est une étude de non-infériorité. L'aspirine est donc non inférieure aux HBPM. Enfin, c'est des patients de 44 ans en médiane qui ont une fracture de membre. Par chance, il n'y a pas de différence sur la mortalité. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les événements thromboemboliques veineux. Et vous voyez que là, pour le coup,
S'il n'y a pas de différence sur les embolies pulmonaires, à l'inverse, il y a une différence sur les thromboses de membres, une différence qui est significative en défaveur de l'aspirine. Sur les complications hémorragiques, pas de différence. Évidemment, si vous regardez la toute petite ligne en bas qui ne montre pas de différence statistique, on notera tout de même qu'il y a 3 fois plus d'hémorragie dans les organes critiques avec l'aspirine. Tout ça nous a conduit à ne pas garder l'aspirine dans ce type de situation à cause du risque thromboembolique qui nous paraissait trop important, à cause aussi du fait que dans le fond, cette population n'est pas décrite, on ne sait pas exactement quel type de fracture on discute. La ligamentoplastie du genou, un peu de changement pour le coup. On a proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique chez des patients standards et de réserver cette thromboprophylaxie aux patients qui auraient des facteurs de risque majeurs, en préférant le rivaroxaban. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, on a repris Pronomos et on a regardé quelle était la proportion de patients qui avaient une ligamentoplastie. C'est 33% de la population, donc un collectif assez important, mais surtout, on a noté que le risque d'événement thromboembolique, cette fois-ci, était plus faible. On a passé la barre des 1%, c'est 0,7%. On s'est demandé si c'était spécifique à cette étude ou si, dans d'autres séries sur la ligamentoplastie, le risque était faible. Et effectivement, quand on prend cette série suédoise de 26 000 ligamentoplasties, 0,4% d'événements thromboemboliques veineux, la série américaine juste en dessous, 0,53% d'événements thromboemboliques veineux. Donc effectivement, le risque d'événements thromboemboliques avec la ligamentoplastie est faible. On a dit qu'on mettait en balance avec le risque hémorragique, et vous voyez sur la partie droite que le risque hémorragique est plus élevé. On est à 1,1 à 1% d'événements hémorragiques majeurs ou bien non majeurs cliniquement significatifs. De même, dans Pronomos, on est à égalité avec le risque d'événements thromboemboliques. On a donc considéré que le bénéfice clinique net était en défaveur de la thromboprophylaxie chez un patient qui n'aurait pas de facteur de risque, raison pour laquelle on a proposé de ne pas faire de thromboprophylaxie s'il n'y a pas de facteur de risque isolé. Pour l'arthroscopie simple, la ménisectomie, l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, la chirurgie de l'avant-pied, on n'a rien changé. Il est toujours recommandé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique, sauf, mais comme avant, si le patient a des facteurs de risque majeurs. Et là, on proposerait le rivaroxaban. Rien n'a changé, juste on a été conforté dans nos choix avec la publication de Podcast, qui est un essai randomisé de 1500 patients ayant une arthroscopie randomisée entre HBPM et placebo. Il s'agissait essentiellement de ménisectomie. Et vous voyez que sur le critère d'efficacité, il n'y a pas de différence. Sur le critère de sécurité, il n'y a pas de différence. Ça nous conforte dans le fait de ne pas faire de thromboprophylaxie. Et ces patients étaient présents dans l'étude Pronomos. C'est 10% de la population avec 0 événement thromboembolique veineux sous HBPM, ce qui nous conforte là encore dans la même idée. En synthèse, juste pour faire une diapositive de conclusion, de mettre à jour ces recommandations sur la thromboprophylaxie, ça nous conduit à réfléchir à la balance entre le risque thromboembolique veineux et le risque hémorragique en revisitant le concept de bénéfice clinique net, savoir lequel de ces deux risques l'emporte quand on fait une thromboprophylaxie. Finalement, la prothèse totale de hanche et de genou, on est resté très classique. Il n'y a pas de place pour l'aspirine seule au vu de l'essai Cristal. En chirurgie non majeure du membre inférieur, vous avez vu apparaître le rivaroxaban dans les suites de cet essai randomisé. Dans la ligamentoplastie, c'est la nouveauté. Et puis pour le reste, on est resté classique, l'arthroscopie simple, la ménisectomie, l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, la chirurgie de l'avant-pied. Il n'y a pas de raison de faire une thromboprophylaxie, sauf, et c'est un point majeur, sauf s'il y a des facteurs de risque liés au patient. Je vous remercie.